Chers amis, bonsoir. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous retrouver pour notre rendez-vous culturel et vespéral, Culture, l'autre regard, avec cette rentrée littéraire que j'espère pour vous foisonnante d'ouvrages aussi passionnants les uns que les autres. Pour ma part, j'en ai lu beaucoup, aussi passionnants les uns que les autres. Et ce soir, je vous en propose non pas 2, non pas 3, mais 4, puisque chacun de mes invités a avec lui une paire d'ouvrages. Tout d'abord, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Madame Wahiba Mansour Sadmi. Madame Sadmi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Jawed. Avant tout, je remercie Canal Jerry pour cette invitation. Et comme d'habitude, je remercie le charmant Jawed. Et comme d'habitude, vous me faites toujours rougir avec votre très grande gentillesse. Merci. Madame Sadmi, vous êtes enseignante, romancière, auteure de 2 romans. Tout d'abord, un roman qui s'intitule « Amour, larmes et gloire » aux éditions La Pensée et qui traite d'une double révolution, notre glorieuse révolution armée et cette même révolution qui a permis aux femmes de porter à bout de bras leur destin personnel. Un thème qui vous tient à cœur puisque vous revenez avec ce même thème, cette fois-ci dans l'Algérie indépendante, avec un sacré bout de femme publié aux éditions Graines Fertiles. Merci encore, Madame Sadmi, d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie. Et l'autre regard, comme d'habitude, nous est présenté, nous est fourni, offert par notre second invité, Monsieur Belkacem Ahsen Jabla. Monsieur Jabla, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir honoré, Monsieur Jabla. Vous êtes docteur en sciences de l'information, ancien cadre d'État. Vous êtes aujourd'hui journaliste indépendant et consultant. Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, tant à titre personnel que des ouvrages collectifs. Et pour ce soir, ainsi que je l'ai mentionné en début d'émission, vous nous apportez avec vous 2 ouvrages. Tout d'abord, Dire comme et journaliste, un parcours du combattant, qui est une autobiographie. Dire comme étant la contraction de directeur de la communication. Et vous avez aussi un ouvrage qui est une première, en tout cas à ma connaissance, dans le champ littéraire algérien, un dictionnaire de poche de citations algériennes, 4000 citations d'auteurs, soit algériens, soit des citations en rapport avec l'Algérie, un travail colossal et qui retrace vos décennies de lecteurs voraces et aussi vos décennies de chroniqueurs littéraires, puisque nous allons aussi découvrir avec vous votre site internet almanach-dz.com, un site non lucratif et dans lequel vous présentez la littérature algérienne, mais aussi plein d'autres choses que nous allons découvrir avec vous ce soir. Merci encore d'être parmi nous. Avec plaisir. Galanterie oblige, Monsieur Jabla, Oui, si vous permettez. Je vous aurais forcé à le faire. Et comme je savais bien que vous me forceriez à le faire, donc j'ai pris l'initiative de commencer par Madame Wahiba Mansour Sadmi et ce magnifique premier roman, Amour, larmes et gloire, aux éditions La Pensée, et qui nous font vivre l'aventure de Nazoubida, qui est une ancienne combattante de l'ALN, qui vous livre ses mémoires et que nous retrouvons toute jeune à l'époque coloniale et qui va prendre le maquis dans des circonstances pour le moins rocambolesques. Je vous laisse nous en dire plus. Alors, ça parle d'une jeune fille d'abord, on va y aller un peu plus loin, d'une jeune fille pendant la guerre, c'était avant la guerre, d'une jeune fille de la Kabylie, c'est-à-dire, je ne voudrais pas citer le nom directement du village, selon ses voeux. Puisque c'est totalement inspiré de faits réels. Oui, oui. Donc, elle a vécu jusqu'à 14 ans, le jour où son père a donné sa parole. Un des cousins du village, parce qu'à l'époque, les traditions étaient rigoureuses en quelque sorte. La fille n'avait aucune liberté. Elle n'avait pas voix au chapitre. Pas dans du tout, le choix beaucoup plus, il faut insister sur ce point, beaucoup plus c'était la guerre. Donc, les jeunes filles, c'est-à-dire les parents, mettaient leurs filles à l'abri. On ne sait jamais quand il y a quand il y a des soldats qui arrivaient, quand ils trouvaient des jeunes filles, donc ils passaient à la violence, ils passaient. Donc à l'époque, on essayait d'éviter des carnages. On tenait vraiment à nos traditions, c'est tout à fait normal. Donc il a promis sa fille, il a promis la main à un notable. Un notable du village.
Et c'est-à-dire, nous avons de temps à autre ce destin qui se mêle, si on peut l'appeler le fatum. Ce soir-là, il y a un des cousins qui est venu demander après le frère, et ils se sont vus. Elle était derrière le métier à tisser, ils se sont vus, donc il a suffi d'un seul regard pour que le signal passe, la flamme passe. C'est à partir de ce moment, c'est-à-dire ils sont perturbés. Il était amoureux, elle était amoureuse, mais passé aux actes, c'est-à-dire outrepasser le vœu de son père, la promesse de son père, c'était aller vers la mort, une mort certaine. Donc, ils ont élaboré un plan. La seule sortie qui s'imposait à cette époque, c'était de partir rejoindre les frères au maquis. C'est ce qu'ils ont fait. Bon, je ne vais pas m'attarder sur les étapes, je laisse le soin au lecteur pour découvrir toutes les péripéties qui se sont passées. Elle est devenue, avec la force du temps, elle est devenue une grande héroïne. Elle a combattu auprès des grandes figures emblématiques algériennes. Elle a rencontré Karim Belkacem, Amirouche, qui l'ont d'ailleurs surnommé la Lion du Djurdjura. Donc elle a pris les armes, elle a combattu avec férocité, c'est-à-dire en quelque sorte, elle a compris le vœu de cette invasion, c'est-à-dire des Français qui sont venus, ils sont là pour nous tuer, pour massacrer mon pays, donc je refuse. C'est là une occasion pour moi de venger mon pays. Absolument. Et en lisant cette histoire d'un couple qui prend le maquis, qui se marie au maquis, sous l'autorité du FLN, on est tout de suite frappé et on pense tout de suite à l'an 5 de la révolution algérienne où justement il y a cette nouvelle légitimité, il y a une Algérie traditionnelle, il y a une sociologie, il y a une anthropologie, et puis ce qui fait que c'est une révolution, c'est qu'il y a une nouvelle légitimité qui s'installe et de nouvelles nécessités, un nouveau pays qui est à naître avec de nouvelles institutions et qui va liquider, ne serait-ce qu'en partie, les archaïsmes de la société tribale. Alors, elle va devenir la lionne du Djurdjura. C'est avant tout une jeune fille très réservée, très effacée, très douce, mais que les nécessités de la lutte vont transformer en une guerrière aguerrie. Oui. Aguerri, exactement. Le fait de voir tant de violences commises sur ses frères, ses sœurs, parce qu'il y aura par la suite, il y aura des rencontres avec des femmes qui ont rejoint le maquis. Donc, elles vont lui raconter ce qui s'est passé, pour quelles raisons elles sont ici aujourd'hui à ses côtés. On apprendra beaucoup de choses, dans quelle situation elles étaient, comment elles ont pu rejoindre. Il y a certaines qui ont laissé leur famille, il y a certains qui ont assisté à des assassinats des membres de la famille. Chacune avait sa propre histoire. Ce qui fait, c'est-à-dire, c'est tout cet ensemble qui a fait que ces femmes sont devenues des héroïnes, comme elles sont devenues héroïnes. Elles sont parties dans une guerre sans merci. Elles ont donné leur force. En quelque sorte, c'est la force, leur vie aussi. Parce que combattre un ennemi, ce n'est pas facile. Un ennemi aussi sanguinaire. Sanguinaire, en plus ça, plus armé. C'est pas comme, c'est-à-dire, c'est pas comme les maquisards. Il y avait un matériel dérisoire. Oui. Face à la quatrième force de l'époque, soutenue par l'OTAN. Oui. Mais sinon, elles ont combattu chacune à sa façon. Elles ont fait des missions. Elles ont fait, sincèrement, il y a soigner les blessés. Des femmes courageuses. Un exemple de femme algérienne. Je le précise bien parce que, entre parenthèses, je dirais que la femme algérienne est courageuse. Elle a été toujours courageuse. Certes, elle a porté à bout de bras toutes les... Elle a donné quand même une certaine force au mouvement, à la guerre. Par la suite, aussi après l'indépendance, elle a combattu aussi sur différents Oui, plans. on va arriver justement avec cet aspect-là dans votre deuxième roman. Tout d'abord, si vous permettez, puisque nous sommes dans cette période historique, je me tourne vers M. Belkacem Ahsan Jabla. Nous sommes dans les années 40, là où s'ouvre votre ouvrage, puisque DIRCOM est journaliste... Un peu plus que 40. Hein, oui, je vais y arriver justement, en décembre 42 pour être plus précis. La fin 42, oui. Voilà, en décembre 42, deux jumeaux naissent
Et en décembre 42, c'est la famine, c'est les épidémies. Vous-même, vous échappez de justesse à une épidémie de rougeole. Et vous êtes le jumeau de votre frère Salah. Le rescapé. Voilà, vous êtes le rescapé, puisque Salah, lui, Est décédé. ne va pas survivre. Et vous dites, j'ai trouvé cette phrase vraiment très émouvante, vous dites, j'ai eu de l'amour pour deux, puisque votre mère a reporté son affection sur vous en double. D'ailleurs, vous portez même pour les intimes le prénom de ce frère décédé. Oui, jusqu'à aujourd'hui. Oui, oui, oui. En famille, je m'appelle Salah, c'est le prénom de mon jumeau décédé quelques semaines après sa naissance. Mais effectivement, les conditions étaient très, 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 très difficiles. Donc aussi bien les conditions sanitaires que les conditions même de vie normales, que les conditions, les relations avec l'environnement colonial. Et parfois même, comme c'était encore, il y avait l'esprit clanique, tribal qui régnait, même avec le reste de la population. Donc, sans parler de ce qui va suivre après Alix, c'est l'école, etc. Là, c'est un autre combat encore. D'ailleurs, vous êtes natif d'un village de Skikda que vous devez fuir très rapidement pour Annaba, car d'une part, il y a l'emprisonnement de deux de vos frères, d'autre part, l'activisme politique d'un troisième frère qui, lui, active en faveur du PPA et qui vous attire très vite les foudres des autorités coloniales. Oui, c'était l'époque où le PPA avait le vent en poupe, c'était le parti ADEC, et les jeunes, mon frère aîné, enfin le frère qui est un peu plus âgé, bien plus âgé que moi, qui avait aussi un niveau d'éducation un peu plus scolaire, il avait le niveau, disons, du certificat d'études, ce qui n'était pas rien à l'époque. Hein. Donc, mais il y avait déjà, au niveau des jeunes, même des campagnes, parce qu'on était à la limite, hein, montagne, ville, village, vous savez, on était... donc, il y avait toute cette jeunesse qui commençait à ne pas supporter la présence coloniale et surtout la morgue coloniale, etc. Et donc, il y avait ces frustrations étaient contenues, puis elles éclataient. Bon, les premiers qui leur tombaient sous la main, surtout, c'était les collaborateurs. En général, c'était soit de très gros propriétaires protégés, soit des fonctionnaires, Kemegolo Guillad, etc., etc. Bachar Arawat, etc., qui, comme ils avaient la malchance de traverser notre village pour aller à la ville, de nuit parfois, comme ils revenaient de nuit parfois, pas très en forme, éméchés, plus qu'éméchés, donc c'est là, ils se faisaient corriger amplement par les jeunes, mais comme c'est un petit village, toutes les choses on se savent tout de suite, hein. Oui, donc, après la guerre a éclaté, et vu qu'il y avait déjà des problèmes avec deux autres frères, et donc on a été obligé plus ou moins de partir. C'était juste avant le 20 août 55. Hein. Oui, juste avant la grande offensive du Nord-Constantinople. Et vous dites dans l'ouvrage, j'ai relevé cette phrase, il n'était pas question pour les indigènes, parce que vous-même vous avez fait de hautes études, hein. J'ai mentionné que vous êtes docteur, et prof d'université, il n'était pas question pour les indigènes d'aller au-delà du certificat d'études primaires, vous dites, parce qu'il fallait fournir de la main-d'œuvre. Oui, c'était une règle, et je crois que c'est un peu à travers toute l'Algérie, parce qu'on retrouve ça dans les autobiographies, ou là les romans de gens qui racontent. C'était une règle, et ça on l'ignore au niveau de beaucoup de nos concitoyens, de même âge, pas de même âge, un peu plus jeunes, qui oublient cette façon de procéder de la colonisation. C'est qu'avant, vous savez, je le raconte d'ailleurs à DEC, vous arrivez, disons, en CM2, c'est pour la 6e, on vous disait, vous êtes encore trop jeune. Donc il vous faut encore une année, vous doublez votre CM2. Ça, surtout dans les villages, les petits... Et lorsque vous arrivez l'année prochaine, vous doublez, on vous dit vous êtes trop vieux, parce que vous avez plus que 12 ans. C'était 12 ans. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous passez votre certificat d'études. Et le certificat
d'études, il donnait droit à quoi? Bon, c'est vrai, il donnait droit à un bon niveau. Il donnait droit au centre d'apprentissage, où on apprenait les métiers. D'ailleurs, mon frère était ça, il était fraiseur-tourneur. Alors, j'ai relevé dans votre ouvrage, il n'était pas question pour les indigènes d'aller au-delà du certificat d'études primaires. Et vous expliquez que c'était une astuce, une martingale du système colonial pour fournir en main-d'œuvre, justement, pour offrir aux usines et aux différents centres de travail un prolétariat taillable et corvéable. De la main-d'œuvre spécialisée, enfin spécialisée, de la petite main-d'œuvre spécialisée, petitement spécialisée. Donc c'était, comme j'indique dans l'ouvrage, et d'ailleurs c'est expliqué un petit peu, ou là c'est présenté dans d'autres ouvrages, soit des romans, soit des autobiographies, ça fait participer de la stratégie éducationnelle de la colonisation. De la mission civilisatrice. Oui, c'est-à-dire ce qu'on faisait, c'est on laissait les gens iqra'ou, enfin ils pouvaient iqra'ou, pas tous. Déjà, certains favorisés. Hein. C'est soit ils habitaient dans des villages ou dans les banlieues des villes, mais au-delà du village, c'est 15 qraya. Donc, quand ils arrivaient au CM2, c'est le cours moyen de deuxième année pour représenter, c'est le truc, la sixième pour passer au lycée. Avant, il n'y avait pas le collège, il y avait directement le lycée. Donc, on leur disait, vous êtes trop jeunes. Parce qu'ils avaient, disons, 11 ans et demi, quelque chose. 11 ans et demi, ou 11 ans 3/4. Vous êtes trop jeune parce qu'il faut c'est à 12 ans l'examen de 6e à l'époque. Donc, vous doublez l'année prochaine. L'année prochaine, on vous dit, vous êtes trop vieux, vous avez 12 ans et demi. Ou 12 ans 3/4. Donc, tout ce que vous voyez, on va vous permettre de passer le certificat d'études primaires, le CEP, ce qui n'était pas quand même pareil, surtout pour l'époque. Et à partir du moment où vous avez le certificat, qu'est-ce que vous allez faire? Vous ne pouvez pas aller au lycée. Mais vous pouvez aller au centre d'apprentissage du coin pour former de la main-d'œuvre spécialisée qui était destinée à servir de main-d'œuvre aux industriels ou là aux colons, etc. C'est-à-dire on formait des menuisiers. Mon frère avait fait, je crois, il était fraiseur-tourneur, quelque chose comme ça. C'est un bon métier, mais maintenant on en redemande. C'est vrai. À Annaba, vous échappez un peu à ce piège et vous intégrez le lycée et vous citez cette aberration, cette énième aberration du colonialisme. Il y a une matière, bon déjà l'arabe est une matière langue étrangère, mais plus hilarant encore, il y a une matière qui s'appelle l'arabe parlé. Par opposition à l'arabe classique et dans les enseignants, heureusement, vous enseignez l'arabe classique en contrebande. Oui. Non, c'est ça aussi, c'est une autre manière, parce que je suis arrivé, à l'époque, c'était au lycée Saint-Augustin, maintenant ça a changé de nom. Là, donc, c'est un grand lycée, et là, vous arrivez, et vous savez, les parents avaient d'autres chats à fouetter, hein. C'était moi-même qui étais allé m'inscrire. Hein. Donc, on vous dit, écoutez, d'abord... il y avait les classes modernes, parce qu'il y avait moderne et classique. Avec moderne, c'est complet. Alors, des classique, latin, grec, etc. Après, la langue. La classe, la langue, vous dites, bon, moi je veux la classe, la langue arabe, parce qu'il y avait la langue arabe comme langue étrangère. L'enseignement se faisait en français. Ça, c'est complet, parce qu'il y a une seule classe. C'est complet. Vous ne pouvez pas choisir l'allemand, l'anglais, l'italien. L'anglais. C'est pour ça que je suis aussi un peu anglophone sur les bords. Et donc, vous faites l'arabe parlé jusqu'au BEPC à l'époque, jusqu'à ce qu'on appelait la troisième, l'ancienne troisième. Et à partir de la seconde, on vous donne alors une autre... c'est là où on vous permet de faire une deuxième langue étrangère. Et là, c'est là où j'ai fait l'anglais d'ailleurs. J'avais fait l'arabe parlé, puis l'anglais. Parce que l'arabe n'existait pas. L'arabe, il fallait le commencer en 6e. Donc, c'était des façons... Heureusement qu'il y avait des enseignants déjà nationalistes, plus ou moins hindous. Donc, on faisait des cours presque de façon clandestine. Vous apprenez les bases de l'arabe classique.
Proprement parlé. Oui. Et il faut dire aussi que l'arabe parlé qui nous était enseigné était quand même, il avait déjà des règles, hein, parce qu'il y avait une tendance. Il y avait le HADEC où il y avait une recherche, une tendance, il y avait des chercheurs, des enseignants. Donc, arabophone, la France essayait de mettre sur pied une langue, ce qu'on appelait la langue arabe, la parlée. Voilà. Une sorte d'oral. Enfin, ça nous a sauvés un petit peu. Voilà, une sorte Et puis, bon, maintenant, l'anglais, ça va servir beaucoup. Certes, certes. Arrive l'indépendance, la vie estudiantine de 63 à 67, et qui est marquée en 66 d'ailleurs par un stage aux États-Unis que vous mentionnez. Ah oui, non, mais ça c'est après l'indépendance, là. C'était, vous savez, les premières années de l'indépendance. Hein, c'est un peu l'euphorie, il y a beaucoup d'espoir, beaucoup de projets, beaucoup de propositions. Il n'y avait pas de problème donc surtout pour les gens qui ont étudié, qui étaient arrivés à DEC. Donc c'est là où il y avait assez de place au niveau de l'université. D'ailleurs, il y avait une seule fac, c'était la fac centrale. Hein. Oui. La fac médecine, la fac centrale où il y avait toutes les matières, lettres, sciences éco, etc. Bon, je me suis essayé aux sciences économiques. Bon, mais sciences économiques, avant, c'était avec le droit. Et le droit, c'est un peu plus difficile que sciences économiques. C'est là où j'ai calé dans le droit, pas en sciences économiques. Bon, après, il y a eu l'école de journalisme qui a été créée, la première en 64. Hein. C'est la première en français. Et elle a été créée au sein de l'université. C'est la première en Afrique, hein, ou la deuxième en Afrique, hein, qui a été créée. Et il y avait d'ailleurs énormément d'étrangers. Hein. Il y a des étrangers, même des Français, hein, vous savez, et même en sciences, il y avait des Français qui venaient, qui revenaient, surtout les jeunes, qui revenaient en Algérie pour étudier. Qui étaient étudiés avec des bourses algériennes, etc., et qui voulaient revenir au pays, entre guillemets. Donc, et là, il y avait des possibilités au niveau de l'enseignement du journalisme, c'était très ouvert. Et chaque 3 mois, les vacances d'été, il y avait des stages de formation à l'étranger, avec des bourses étrangères. Bon, j'ai eu la chance de faire la Suisse, la France et les États-Unis. Et aussi après les 45 jours militaires, service militaire. D'ailleurs, vous mentionnez avec beaucoup d'humour cet ami très militant qui, aux États-Unis, faisait la leçon, entre guillemets, puisque c'était en pleine guerre du Vietnam. Oui, alors là, tout à l'heure, je disais qu'il y avait effectivement énormément de projets, etc., d'euphorie, et il y avait l'esprit révolutionnaire qui était là. On était jeunes. Mais on était encore adeptes, donc on avait beaucoup d'espoir, beaucoup de trucs. Et on arrive aux États-Unis, on était en pleine guerre du Vietnam. Ouais. C'était donc en pleine guerre du Vietnam. Et on nous fait visiter des rédactions. Donc, parce que les États-Unis, là, sur le plan stratégique, communication, sont bien organisés. C'est un système qui dure encore. Hein. C'est-à-dire, on vous prend en charge d'Alger. C'est-à-dire, vous passez 3 mois aux États-Unis, vous êtes pris en charge à 100%. En famille, dans les universités, dans les administrations, on discute librement, on vous fait visiter tout ce qui est bien et tout ce qui est mauvais. À l'époque, c'était le problème, tu as les panthères noires, il y avait les ghettos, donc on nous 15, et ça discutait. Bon, on arrivait dans les rédactions, nous... on était portés par la flamme révolutionnaire et les journalistes étaient étonnés par les positions de l'Algérie sur la guerre du Vietnam et nous, et la révolution, etc. Ils étaient étonnés, mais c'était assez libre au niveau entretien, discussion. Bon, c'est une stratégie de communication qui a d'ailleurs très bien porté ses fruits. Qui a très bien porté ses fruits. Hein. Alors on va découvrir plus avant vos 2 ouvrages, mais si vous permettez, mes chers invités, et nos chers amis qui nous ont accueillis chez eux ce soir, d'abord un petit intermède musical avec notre Minute Mélomane que nous allons découvrir après le jingle. À tout de suite. La Minute Mélomane de ce soir, comme d'habitude, a été choisie à son insu par un de nos invités. Cette fois-ci, c'est M. Belkacem Hassan Jaballah qui a choisi pour nous le morceau de ce soir. C'est toujours un étonnement pour l'invité, c'est normal, vous n'êtes pas prévenu. En vous lisant et en lisant votre biographie, DIRCOM et journaliste, un parcours du combattant, vous avez mentionné
le fameux morceau du patrimoine national, El Bourri. Ah oui, 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 ah là là, ça c'est notre histoire. Voilà. Cependant, avec votre permission et celle de nos amis qui nous suivent, j'ai décidé de leur faire découvrir une version un peu plus contemporaine avec cette sublime interprétation de Abbas Riri, El Bourri. Riri, El Bourri, morceau choisi par M. Belkacem Hassan Jabullah, pour des raisons sur lesquelles nous reviendrons peut-être tout à l'heure ou lors d'une autre occasion. Cependant, si vous permettez, je reviens vers vous, Madame Wahiba Mansour Sadmi, et vers cette Moujahida, dans votre roman Amour, larmes et gloire, qui a bravé l'interdit, qui a pris le maquis avec son cousin, qui s'est marié avec lui sous l'autorité du FLN, et qui va être rejointe par un frère au départ vengeur, son frère biologique, c'est-à-dire au départ, je dis ça parce que les combattants s'appelaient tous frères, au départ vengeur, qui va aller laver l'honneur de la famille, donc il va prendre le maquis dans l'intention d'abord de combattre le colonialisme, mais d'une pierre deux coups de liquider ces deux traîtres à l'ordre tribal, mais qui, en voyant la figure qui est devenue sa sœur face au novice que lui est, s'incline devant cette nouvelle légitimité. Sa bravoure, oui, exactement. Au départ, c'était ça, c'est-à-dire son idée, c'était d'aller laver l'affront qui a été commis par sa sœur, par son cousin aussi. Évidemment. Voilà. Mais on découvre effectivement, non, parce qu'il sera emprisonné par les Français. Voilà. Parce qu'il voulait, pour avoir cette arme, il voulait attaquer un camp. Exactement. Mais donc, il sera emprisonné, il sera pris par les Français, il sera torturé. Donc, la nouvelle est vite arrivée au maquis. Alors, elle décide elle-même, Zoubida, de délivrer son frère avec l'aide de son mari et de quelques maquisards. Ce qui s'est passé, ils sont venus, ils ont délivré le prisonnier qui était dans un état lamentable. Voilà, il a frôlé la mort avec toutes les violences avec toutes les violences qu'il a subies. Donc, ce qui fait qu'en revenant à la vie, si on peut dire ça comme ça, il a découvert, il a trouvé sa sœur à ses côtés. C'est-à-dire, quand il a demandé, il a vu sa sœur qui, c'est-à-dire, elle s'est transformée en une autre femme, en une combattante révolutionnaire. C'est-à-dire, il était étonné d'une petite fille qui était retirée, qui était timide devant l'entourage de la famille. Presque effacée. Presque effacée, ou on peut dire effacée. Et qui devient, c'est-à-dire grâce au maquisard, qui devient une héroïne. Donc il va pardonner ça. Il va pardonner, c'est-à-dire il va essayer de comprendre l'écart, parce que finalement, même si quelque part il y a eu écart dans le village, mais vu ce que est devenue sa sœur, donc il le pardonne. C'est-à-dire finalement, il n'y a pas eu écart, il y a eu juste... Il n'y a pas eu écart. Non, il y a eu avant-garde. Oui. Elle était déjà projetée
dans l'Algérie pour laquelle ils allaient combattre. Voilà, c'est-à-dire elle a pris les armes pour laver l'affront des Français. Déjà, c'est énorme. Et dire que c'est un affront, bon, vu les traditions, vu, c'est-à-dire ce que vivaient avant les villages, je dirais pas spécialement les villages kabyles, c'est ce qui se passait, même à travers toute l'Algérie. On avait ces principes, on avait ces traditions auxquelles on était vraiment attachés. D'autant plus viscéralement attachés Oui. qu'on les considérait comme un rempart contre l'envahissement, non pas culturel, hein, c'est pas comme disait, c'est pas avec Victor Hugo qu'on nous a envahis, hein, c'est par l'acculturation plus que par la, voilà. Beaucoup plus on est envahi par les armes, la violence, la torture. Voilà, Voilà. l'analphabétisation plutôt. Voilà. Donc, avec le temps, ils vont former le trio infernal. Voilà. Ils vont combattre, ils vont aller vers des missions périlleuses. Ils vont devenir un groupe de choc. Un groupe de choc, c'est-à-dire par leurs actes, ils sont vraiment, c'est-à-dire on les craignait. On craignait de les approcher, ils avaient leur nom. C'était des combattants. Dès qu'ils passaient à l'action, on savait, il y avait on savait qu'il y aura quelque part une victoire directement. Et ce thème justement de la femme qui prend son destin à bras le corps, c'est un thème qui vous est cher et c'est un thème qu'on retrouve dans votre second roman, cette fois-ci aux éditions Graines Fertiles, Un sacré bout de femme. Où là, on va suivre Hiba, la bien nommée, hein, le don de Dieu, Hiba, qui la fille d'Idir, lui aussi un ancien soldat de la soldat, oui, de la malheureusement, qui a quitté c'est-à-dire le massif par rapport à sa maladie. D'ailleurs, par la suite, il va en décéder. Il va en décider. C'est les séquelles de la guerre qui a fait qu'il va laisser ses enfants orphelins. Voilà. Quelques années juste après l'indépendance. Hiba va être orpheline. Néanmoins, elle va être une étudiante studieuse. Et là, on retrouve un thème qui est cher à de très nombreux écrivains. Je pense que M. Jabla en sait quelque chose. Vous avez lu une pléthore d'ouvrages. Ce thème récurrent qui va de Mouloud Pharaon avec le fils du pauvre jusqu'à aujourd'hui, de la réussite et de l'émancipation par l'instruction. Oui, exactement. C'est-à-dire, Hiba, bon, elle a été orpheline, mais avant que son père ne meure, elle avait promis, c'est-à-dire elle avait promis à son père de devenir médecin. Et dans sa tête d'enfant, elle s'attendait à ce que son père survive à ses maladies. Il va l'attendre, elle va devenir médecin, elle va le guérir. Mais malheureusement, parce que là, j'ai touché un pont aussi de ma vie. On était des femmes des années 80, décrocher le bac, mais après le bac, il y avait un rempart, un mur solide qui s'installait devant nous. Il fallait affronter les frères, il fallait affronter les oncles, il fallait affronter tout le monde pour aller vers l'université. Ce n'était pas chose aisée à l'époque. Il a fallu combattre. Bien sûr. Personnellement, c'est ce que j'ai fait avec mes frères. Il a fallu vraiment combattre. Donc, 18 ans, tu décroches le bac, tu vas te marier. Et après, c'est-à-dire, essaie de t'expliquer avec ton mari s'il te laisse continuer tes études ou bien faire, on les dirigeait aussi vers l'enseignement. C'était chose aisée, c'était chose facile. C'est pour ça que j'ai fait un peu d'université, mais par la suite, puisque j'étais mariée à 18 ans. À 18 ans, je me suis retrouvée mariée. Donc, j'ai dû fermer la porte de mes rêves pour me diriger directement vers l'enseignement. Ce que j'aurais voulu faire, c'était la médecine, qui me tenait vraiment à cœur. Mais malheureusement, à l'époque, on n'avait pas aussi beaucoup de moyens, c'est-à-dire, surtout quand on devient maman, à qui laisser l'enfant, il y avait un tas de problèmes. Heureusement que les choses ont complètement changé. On va dire qu'elles ont changé un petit peu quand même vers le positif et non vers le négatif. Ce qui fait, je reviens à l'histoire de Hiba. Il y a pas mal de femmes de mon époque qui se sont reconnues dans l'histoire. Elle a porté un peu leurs rêves à leur place. Oui, elle a affronté son frère. Elle les a réalisés surtout. Il était dur. Elle a affronté son frère qui n'a pas voulu qu'elle continue ses études. D'ailleurs, il avait promis à l'époque sa main à un cousin, mais elle l'a défié.
Elle a dévié. Elle est partie juste après le bac. C'était une élève excellente. Elle est partie juste après le bac. Elle a eu la chance aussi d'avoir un oncle compréhensif, un oncle assez jeune, c'est-à-dire qu'il était à ses côtés. C'était une chance à l'époque. Donc elle est partie sur Alger, mais le jour où elle a quitté la maison, son frère lui a promis de ne plus revoir sa maison. Ses filles, c'est-à-dire la maison natale, la maison, le foyer. Oui, en guise de représailles, on va dire. Voilà. Elle est partie sur Alger, elle a fait des études de médecine, elle a eu la chance aussi de rencontrer un jeune homme d'Oran, un étudiant sur Alger, qui l'a aidé aussi à surmonter certaines crises, certaines tristesses. Ensuite, après le mariage, qui a été célébré toujours à Alger, parce que, comme je l'ai précisé, elle n'a plus remis les pieds à la maison. Oui, l'univers de la tribu est un univers étroit. Voilà. Oui. Elle part à l'étranger pour faire sa spécialité en cardiologie. Et l'une des scènes qui m'a le plus frappé dans votre ouvrage, c'est que d'emblée, lorsque Hiba est encore bébé, vous mettez en scène cette sorte d'affrontement entre Idir, le père, et la mère, où c'est Idir qui s'insurge contre le favoritisme de la mère envers le fils. Idem pour l'oncle, c'est-à-dire que ce sont les figures paternelles au sens large qui sont les plus progressistes, alors que ce sont très souvent les mères qui reproduisent. Oui, mais je persiste dans mes dires, je l'ai dit plusieurs fois dans les salons, à savoir que le problème de la femme, c'est la femme. Je prends mon cas comme exemple. J'étudiais, il y avait toujours ma mère qui se mettait du côté de mes frères et non de mon côté. Laissons le côté de Hiba, je parle de moi-même. Chaque fois, c'est-à-dire qu'on me disait, voilà, tu as fait du retard, voilà tout ce que tu es passé, un tas de choses, un tas de questionnements auxquels je devais répondre, ma mère se mettait du côté de mes frères. Je n'ai jamais compris pour quelle raison. Ce n'est que des années plus tard, effectivement, qu'elle a compris ses erreurs. Oui. Voilà. Donc, oui, je persiste. Je l'ai toujours dit. Il y a une intériorisation de ces archaïsmes qu'on contribue ensuite à reproduire. La femme est toujours la cause des problèmes de l'autre femme, que ce soit de la fille, que ce soit... Pas toujours, mais en fait, fondamentalement, c'est plus une question d'individu que de genre. Voilà. C'est ce que j'ai précisé dans le Absolument. livre. Voilà. Absolument. Comme ennemie, elle a trouvé, ce n'est que plus tard qu'elle a compris son comportement vis-à-vis de sa fille. Ouais. Et justement, d'ailleurs, ensuite, heureusement que tout est bien qui finit bien, je me tourne vers M. Belkacem Hassan Jaballah. On ne saurait retracer toute la richesse de ce parcours que vous reprenez dans DIRCOM et journaliste, un parcours du combattant. Vous finissez vos études, vous faites une longue carrière en tant que cadre de la nation. Ce qui nous amène, on va faire un bond afin d'arriver à votre second ouvrage, dont nous allons parler ce soir, ce qui vous amène au journalisme indépendant, à la chronique littéraire et au métier de consultant. Et ce qui nous donne, après une pléthore d'ouvrages que vous avez lus et chroniqués, notamment dans votre chronique hebdomadaire, ce qui nous donne cet ouvrage excellent et précieux pour le chercheur ou pour le lecteur lambda, dictionnaire de poche de citations algériennes, avec, excusez du peu, 4000 citations d'hier et d'aujourd'hui et 1000 entrées. Les deux sont édités aux éditions Al-Qobbiya, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, et je salue par la même occasion l'excellent Ahmed Boudermine et le travail colossal qu'il fait dans les conditions difficiles que l'on connaît du livre. Alors, parlons d'abord de l'ouvrage et ensuite on parlera de sa genèse, puisque j'imagine que votre site, que vous avez régulièrement alimenté depuis 2005, il me semble, oui. Voilà, a beaucoup contribué à la naissance de cet ouvrage. Comment vous est venue cette idée et quel est un peu le but Non, pour l'ouvrage, la deuxième édition va comporter dans les 6000 entrées, pas seulement 4000. Bon, bref, mais peut-être dans une année, si Dieu nous prête vie. Ben, vous reviendrez en parler en tout cas. Non, c'est, vous savez, j'ai une obsession depuis que j'ai mis les pieds dans le bain du journalisme, c'est-à-dire en 64, quand j'ai commencé mes études à l'école de journalisme, et ça dure jusqu'à aujourd'hui, ça fait quand même un bail, un sacré bail. Donc, je n'ai pas quitté le secteur de la communication.
D'une façon générale, jamais. Que ce soit à l'université. On est à presque 60 ans. Presque, et je ne suis pas prêt d'arrêter, parce que si je suis âgé, je ne suis pas vieux. Nuance. Donc j'ai toujours une obsession, une préoccupation qui m'a toujours aidé. C'est deux choses, c'est la mémoire. C'est vraiment, moi c'est un truc qui me. Je parle pas de la mémoire historique, donc il y a des historiens, des gens spécialistes, etc. Et bon, on en a parlé, on en parle encore, etc. Mais la mémoire, surtout à partir de l'indépendance. Hein. Tous ceux qui ont, c'est-à-dire les gens qui ont, les gens de post-indépendance, qui ont travaillé, qui ont vécu, qui ont souffert, qui ont trimé, qui ont été je dis pas, j'allais dire le mot exploité, qui ont été utilisés, qui ont été annexes et qui ont produit, que ce soit en économie ou là en industrie ou là en littérature, il y a énormément de richesses. Qui ont produit justement, à l'instar de cet auteur que nous allons, si vous permettez, découvrir ensemble ce soir, Ahmed Akkash, La Révolte des Saints, notre livre de chevet. Si vous permettez, nous allons opérer un petit intermède littéraire et je reviendrai vers vous pour découvrir encore ce sublime dictionnaire et le site internet qu'il a alimenté en partie et que vous tenez à jour depuis 2005. Mais tout d'abord, mes chers amis, comme d'habitude, notre livre de chevet, on se retrouve après le jingle. Notre livre de chevet, comme je viens de le mentionner, il s'agit du magnifique ouvrage « La Révolte des Saints » d'Ahmed Akkash, avec ce soir un extrait que je vais vous présenter. Nous allons poursuivre justement avec ce latifundiaire, ce grand maître, ce grand propriétaire terrien romain, Marcus Tiberius, qui était en train de fouetter un esclave numide. Et c'est alors qu'ils apparurent. Personne n'avait pressenti. C'est alors qu'ils apparurent et personne n'avait pressenti leur présence. Nul n'aurait su dire d'où ils venaient. Ils avaient surgi brusquement, comme des soldats de l'ombre, silencieux et farouches. L'un d'eux avait crié « Assez !» Et le bras de Marcus Tiberius était retombé malgré lui, lâchant le fouet qui commençait à se teinter de sang. Les inconnus n'étaient pas armés, ni épées, ni poignards apparents. Mais il y avait dans leur attitude une résolution telle que les Romains sentaient une sourde angoisse leur serrer les entrailles. Qui êtes-vous ? Put enfin articuler le maître du domaine. Nous sommes les saints, répondit l'un d'eux, et nous venons te faire payer tes crimes, Marcus Tiberius. Le riche Romain blêmit. D'un geste brusque, il s'élança vers la porte, mais deux hommes lui barraient déjà l'entrée. Il fut maîtrisé en un clin d'œil. « Dénudez son dos », ordonna le chef. Pendant que deux hommes lui arrachaient ses vêtements, deux autres s'occupèrent de détacher l'esclave qui s'était effondré sans connaissance, plié en deux comme un pantin désarticulé. Je rappelle, après le traitement que lui a infligé son maître. Marcus Tiberius fut alors attaché à sa place. « Chacun son tour », lui dit le chef des saints en ramassant le fouet. La longue lanière se déroula, se tendit et siffla comme un serpent avant de s'abattre sur les épaules blanches et grasses. On entendit un hurlement terrorisé. Le seigneur arrogant et cruel n'était plus qu'un animal affolé et tremblant de peur. C'était le monde renversé, la fin d'un ordre. Plus vite, paresseux. Ahmed Akkash, La Révolte des Saints, superbe ouvrage publié aux éditions Casbah. Je reviens donc vers vous, Monsieur Belkacem. Chef-d'œuvre. Oui, magnifique chef-d'œuvre, et qui s'inscrit dans la continuité d'ouvrages tels que les guerres paysannes de Numidie. Voilà, les guerres paysannes de Numidie et les révoltes de 1914 jusqu'à la fin du siècle, largement documenté par l'excellent Ahmed Akkash. Oui. Je reviens vers ce dictionnaire des citations algériennes et vers ce magnifique site almanach-dz.com. Je me permets de le mentionner car c'est un site à but non lucratif, nulle publicité, voilà. Uniquement un contenu d'ordre pédagogique
vous dites dans la présentation à la fois une encyclopédie, un glossaire à l'usage du simple curieux ou de l'académicien, et que vous alimentez depuis 2005. Quelle a été la genèse de cette magnifique initiative? L'histoire est toute simple. Hein. Il faut bien. L'histoire est toute simple. C'était, je crois, ma fille était en seconde ou en terminale. Et puis, à l'époque, il y avait des sujets qui étaient tabous, dont le sida. Alors, un jour, avec ses copines, elles viennent, puis elles me disent, écoute, papa, toi, tu es journaliste, etc. L'enseignante, je m'excuse, mais j'ai tout le respect, un profond respect pour les enseignantes. Elle nous a imposé un sujet sur le sida. C'est quoi ce truc-là? Donc, il n'y avait pas. Débrouillez-vous. Chauffe-vous. Traitez le. Avant, il n'y avait pas l'accès à Wikipédia, des trucs, etc. Et elle nous dit, toi, tu es journaliste, peut-être. J'ai des dossiers pour mes papiers, etc. J'ai trouvé effectivement un ou deux papiers, ça leur a permis d'avoir une bonne note. Donc ça a commencé comme ça. Je me suis aperçu que les lycéens, les étudiants, mes étudiants aussi, pas j'enseignais parallèlement aussi à l'école de journalisme de Benaknoun et ailleurs. Donc, et j'étais fonctionnaire, je savais aussi que les fonctionnaires, parfois, il manquait de documentation, que ce soit sur. Il n'y avait pas. Je parlais tout à l'heure de mémoire, effectivement, il n'y avait pas cette accumulation de données. Le site contient un who's who, c'est-à-dire des bio-express de personnalités importantes. C'est ce que j'ai dit. Donc, alors, je me suis lancé ça, et puis il y a eu avec l'Internet, puis il y a quelques petits sacrifices financiers, puis. Pour que le site soit. Puis après la retraite venue. Donc ça a donné plus de temps et étant pensionné de l'État, donc je me suis permis quand même, je me suis dit on va faire quelque chose. Et c'est pour rendre en quelque sorte, pas pour rendre service, mais c'est en même temps pour moi aussi, pour me peut-être flatter mon ego, je ne sais pas. Donc c'est une sorte de, et puis pour contrecarrer un petit peu ce truc, Wikipédia qui fait un peu de tout, donc quand même Wikipédia algérien quoi. Un Wikipédia algérien centré sur tout ce qui s'est. Bien sûr, les sources d'information sont multiples. C'est surtout la presse, les ouvrages, la presse. Il y a tout, c'est-à-dire j'exploite un petit peu tout ce qui me tombe sous la main. Vous reprenez aussi vos chroniques littéraires? Oui. Alors là, j'ai développé, parce que la première année était un peu difficile, parce qu'avant de faire un site, ou même gérer une bibliothèque, c'est vrai que par le passé, j'ai géré aussi des bibliothèques, donc il faut d'abord construire l'armoire, le thésaurus, l'arborescence des trucs, parce que là, à partir du moment où vous construisez votre armoire, il ne faut plus changer par la suite. Oui, c'est difficile. Vous rangez tel endroit à tel endroit, il faut que. Donc c'est la même chose. Donc j'ai mis plus d'une année à fouiner un petit peu à travers les centres de documentation étrangers, etc., pour trouver une formulation, une arborescence qui ne change pas, qui n'a pas changé. S'il y a des petites. Donc il y a 25 secteurs. Tous les secteurs. Alors il y a de tout un peu et un peu de tout, comme je dis. Et j'ai inclus depuis 2 ou 3 ou 4 ans les livres. Comme je fais parallèlement une chronique, pas une chronique littéraire, c'est des fiches de lecture. Soyons pas. Je voulais mentionner cela justement modeste. Parce que oui, d'accord, modeste. Cependant, je présente des ouvrages. Donc. Cependant, vous avez le mérite de les lire. Non, là, ça j'aime bien. Et ça, on le retrouve. J'adore. Et ça se voit dans les citations et les extraits que vous en présentez, et qu'on retrouve dans ce dictionnaire. Là, ça, je lis les ouvrages. Ce ne sont pas des reformulations de la 4e de couverture. C'est d'ailleurs ce qui a permis, c'est cette lecture attentive qui fait que vous nous présentez des extraits significatifs de chaque ouvrage, les extraits qui vous ont interpellé, les citations qui vous ont marqué, et c'est ce qu'on retrouve. C'est ce qui a permis aussi l'existence de ce dictionnaire de citations algériennes, aussi bien de nos classiques que de la littérature contemporaine, jusqu'à l'année de parution de l'ouvrage. Oui, non, mais ça. Et là, c'est en faisant ces chroniques, ces fiches de lecture, avec les extraits et les citations, assez précises. Et justement, ça rejoint un peu ce que j'avais dit au début. Beaucoup de nos gens, de nos concepteurs, on produit des œuvres, etc., qu'elles soient bonnes, mauvaises ou moins bonnes, etc., mais ils ont produit. Exactement. C'est ça l'important. Absolument.
Et c'est ça qui m'a donné, j'ai dit, il faut mettre en évidence, il faut mettre en exergue cette production, ne serait-ce que pour l'avenir, pour que les gens sachent. C'est ça, tout à l'heure je parlais d'obsession, la mémoire, c'est pour dire que depuis 62, l'Algérie quand même a existé. Et a existé, il y a eu des travaux, des œuvres, et ce qui m'avait frappé, c'est qu'on reprenait souvent, que ce soit dans la presse ou ailleurs, des extraits d'ouvrages européens, occidentaux, trucs. Bon, tu parlais tout à l'heure de Victor Hugo, de Montesquieu, des trucs. Mais il y a des Algériens qui ont un nègre. Et on découvre dans cet ouvrage... Mais moi-même, parce que j'ai découvert cette richesse. Bon, c'est vrai que j'ai lu à peu près 1 millier de bouquins, mais j'ai découvert des trucs incroyables, des talents incroyables. On parlait de Hakesh, quand je l'ai lu, je crois que je l'ai présenté 2 ou 3 fois, parce qu'il est, pour un roman historique extraordinaire. Absolument. Un petit chef-d'œuvre qui mérite un grand film. Mais bon, enfin, passons sur les sujets. Des mémoires de fin d'études, etc. Oui. Et puisque je mentionne les mémoires de fin d'études, justement, voici un outil très précieux pour les étudiants, pour les amateurs de littérature, pour les amateurs de lecture en général, ce dictionnaire de poche des citations algériennes, 4000 citations, soit d'auteurs algériens, soit en rapport avec l'Algérie, 1000 entrées. Tout ce qui est édité en Algérie. Absolument. Édité en Algérie. Et le dictionnaire est édité par les éditions Al-Qubbiya. Idem pour votre autre ouvrage, Dire comme et journaliste, un parcours du combattant. Merci beaucoup, Belkacem Hassan Jaballah, d'avoir été parmi nous. Merci à vous. Je me tourne vers Madame Wahiba Mansour Sadmi pour le mot de la fin. Hiba va réaliser ses rêves, elle va devenir médecin, elle va devenir cardiologue, elle va même perpétuer la tradition puisqu'un enfant semble en cours de route. Et on parlait de littérature, chez Hiba aussi il y a cette double casquette puisque le médecin, la science, la biologie est aussi une poétesse. Une poétesse, oui. Et ça aussi c'est l'oncle progressiste qui l'a encouragé sur cette voie. Qui l'a poussé en quelque sorte, vers ses dents, parce qu'on va appeler ça des dents. Ce n'est pas donné à n'importe qui de faire de la poésie. Non, il faut avoir ce don quand même. Donc, dès son jeune âge... Il faut aussi être entouré par des gens qui vous encouragent à l'exploiter. Eh bien oui, il faut un certain encouragement. Malheureusement, à cette époque, l'époque des enfants, on va dire qu'il y a eu plusieurs époques, c'est-à-dire il y a eu des manques. Selon les milieux, selon les classes sociales. Moi, je visais l'année, c'est-à-dire l'époque des années 80. C'était mon époque, donc j'ai eu ma part de vécu. On n'a pas eu assez de moyens, on n'a pas eu assez de soutien aussi de la part des parents. On n'a pas eu assez de... Parce que, par exemple, moi, quand je suis arrivée au bac, j'ai eu mon bac, pour aller vers l'université, ma mère, elle a hésité un certain moment pour prendre ma défense. Heureusement qu'aujourd'hui, ça paraît presque une époque révolue. Oui. Et d'où l'importance de cet ouvrage, c'est-à-dire de mesurer le chemin parcouru. M. Jaballah parlait de mémoire, justement. Un sacré bout de femme de Wahiba Mansour Sadmi qui se lie à merveille avec Amour, larmes et gloire, votre premier roman aux éditions La Pensée. Wahiba Mansour Sadmi, merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Ce fut un plaisir de vous recevoir. Merci à vous de nous avoir invités. Merci à vous d'avoir honoré l'invitation. Belkacem Hassan Jaballah, Dire comme est journaliste, un parcours du combattant et ce magnifique dictionnaire des citations algériennes. Merci encore d'avoir été parmi nous. Et les meilleurs pour la fin, merci chers amis de nous avoir accueillis chez vous. Inch'Allah kun akhfaf alaykoum. Je vous souhaite une excellente fin de soirée.